Alors bonjour et bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. La prochaine intervention, maintenant, ici en direct du InCyber Talk, parrainé par SentinelOne, ça tombe bien. C'est justement la prochaine intervention. Alors, réinventer le SOC quand SentinelOne rend la cybersécurité autonome. Merci d'accueillir Flavien Vivier de SentinelOne. Bonjour Flavien, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour ces 15 prochaines minutes. Donc l'idée c'est qu'on va parler de la thématique réinventer le SOC quand SentinelOne rend la cybersécurité autonome. Et donc je m'appelle Flavien Vivier et je suis avant-vente chez SentinelOne. Ça sera très court, un quart d'heure, donc ce sera relativement théorique. On a quelques clients dans la salle, donc vous pourrez vérifier avec eux aussi si ce que je dis est vrai. Et je vous invite évidemment à la fin à venir nous voir sur le stand. Donc l'idée, c'est que le SOC, ou Security Operations Center, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est le centre opérationnel pour la détection, l'investigation, la réponse aux incidents en entreprise. Et ça tourne autour de 3 grands piliers. Des humains, des processus et des outils. Des humains qui sont finalement les analystes experts pour vérifier en continu les menaces. Vous avez la partie processus. L'idée, c'est de savoir précisément quoi faire lorsqu'une attaque est détectée. Et évidemment, les outils pour nous aider à identifier les menaces et gérer efficacement les incidents. Et dans le SOC, SentinelOne a une part prépondérante en tant que solution EDR historiquement. Et on participe activement au processus de détection et de réponse. Et donc, très brièvement, SentinelOne, on est aussi connu parce qu'on offre un seul agent sur l'ensemble des systèmes d'exploitation qu'on supporte. Un agent unifié et du coup qui est à parité fonctionnelle et géré depuis une seule et même interface, une seule et même plateforme. Et aussi, on a un seul langage de recherche quand on est vraiment sur la phase d'investigation. Et un point important à noter, c'est qu'on gère déjà des pétabytes de données. Donc on a vraiment une plateforme qui est scalable pour supporter ces volumes d'informations. Et aussi, pour nos clients les plus exigeants, on est capable de stocker la donnée de sécurité pendant 7 ans. Donc vous avez bien entendu, pendant 7 ans. Et notamment pour des besoins, par exemple, de conformité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde à l'échelle de ces valeurs-là, on est capable de répondre dans 96%, pour 96% des requêtes de nos clients sur ces données en moins d'une seconde. Donc ça veut dire qu'on est quasiment proche de la capacité de faire du temps réel sur ce volume d'informations. Autre chose, chez SentinelOne, dans notre ADN, ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas une boîte noire. Donc on essaye d'être le plus ouvert autant qu'on peut. Et notamment le fait que ces données-là sont actionnables pour nos clients pour créer des règles de détection qui sont propres à leur contexte. Ils peuvent aussi s'appuyer sur une librairie de détection, aussi bien qui sont mises à disposition par SentinelOne, mais ça peut aussi partager au sein de la communauté. Et un autre élément important, évidemment que SentinelOne fait partie des acteurs majeurs de la cybersécurité, mais si on regarde en proportion, on est l'acteur le plus petit. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on n'est que 3000 collaborateurs. Pour être parmi les plus gros acteurs et être capable d'innover de la même manière, proposer les mêmes capacités de détection, de workflow, de plateforme. Et pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à l'ère de la révolution, et notamment de l'IA, chez nous, finalement, l'humain, il n'est pas redondant. On exploite déjà des processus d'automatisation, d'orchestration et l'IA en interne. Et donc, on est prêt pour l'ère d'après, même si on paraît être plus petit. Et au contraire, je pense que c'est une force parce qu'on a une souplesse que d'autres n'auront pas. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Si on regarde un peu le SOC et les challenges auxquels ils font face, évidemment qu'il y a une multiplication constante des sources de données et des menaces, et donc ça exerce une pression assez forte sur les équipes du SOC. Et on peut isoler à ça 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est le volume de données. Il y a un volume de données et de menaces qui explose, du endpoint, en passant par les services cloud, par les applications métiers. On peut très vite se retrouver avec des téraoctets de données jour. Et finalement, traiter ce flux de données en temps quasi réel, c'est un vrai défi. L'autre élément, c'est la diversité des formats. Il y a une certaine hétérogénéité, j'ai réussi à le placer, des formats. On va avoir des données structurées, des données semi-structurées, des données non structurées. On va avoir des sources qui parlent en JSON, d'autres qui s'exportent en CSV, en XML. On va aussi avoir le besoin de rajouter des nouvelles sources d'informations, des nouveaux équipements. Et donc ça rajoute aussi un certain casse-tête du point de vue intégration. Pardon. Et le dernier élément, c'est la complexité de mise en œuvre et le maintien en conditions opérationnelles. Quand on met en place un SOC, initialement, et aussi sa maintenance au quotidien, c'est vraiment des défis aussi majeurs. Et le fait de gérer, par exemple, des configurations d'agents, le fait
d'intégrer de nouvelles solutions, le fait de mettre à jour des parseurs de données, le fait de gérer la montée en charge, ça s'ajoute aussi à la pression qui est exercée sur les équipes, à l'évolution constante des menaces. Et donc, en clair, c'est vraiment ce qu'on observe, c'est qu'il s'agit vraiment ici de trouver le bon positionnement entre la rapidité de la détection, la qualité de l'analyse et évidemment les contraintes aussi bien humaines et budgétaires qui s'exercent sur ces équipes. Et donc c'est vraiment sur ces 3 grands défis majeurs, le volume des données, la diversité des formats et la complexité, qui nous obligent à repenser le SOC tel qu'on le connaît. Et pour ça, on va regarder le flux opérationnel du SOC. Évidemment, ce qu'on définit au départ sont les données qu'on veut collecter, rien de révolutionnaire. Comment on va les collecter? Aussi bien en termes d'un agent, des protocoles classiques comme du syslog, très bien. Par contre, se posent ensuite des questions sur les données qui arrivent avec cette diversité de formats, comment je vais les mettre sur un format commun? Comment je vais avoir un format universel, un schéma défini? Et donc pour ça, je crée des règles de parseur, par exemple, des règles de parsing des parseurs. Éventuellement, est-ce que je peux aussi enrichir ces informations pour essayer de savoir à quoi ça correspond, moi, dans mon contexte? Et la problématique de ça, c'est que le temps de traiter est souvent manuel. Et on va regarder ça juste après. Également, au niveau du streaming, donc une fois que j'ai normalisé ces informations, il faut que je les stocke. Et donc arrive aussi la contrainte du stockage, parce qu'on passe souvent par une étape d'indexation. Donc il faut définir un index. Derrière, je vais stocker l'information. Est-ce que mon stockage est illimité? Probablement pas. Est-ce que aussi j'ai des contraintes de stockage et donc du coup ça va directement avoir un impact sur ma durée de rétention et donc probablement aussi des contraintes légales derrière qui s'appliquent. Et donc ça peut être une autre problématique. L'autre élément ensuite, c'est décliner les cas d'usage. Donc c'est de pouvoir créer des règles de détection, bien souvent, simples ou plutôt avancées, d'être capable de faire aussi des baselines et de voir des éléments qui sont déviants. C'est de pouvoir éventuellement enrichir ça avec une threat intelligence également. Et un point aussi non négligeable, c'est le langage de recherche qu'on utilise. Est-ce qu'il est suffisamment simple, notamment pour des équipes plutôt juniors. Et enfin, il y a toute la phase de levée d'alerte. Et donc, est-ce que ce sont des alertes unitaires? Est-ce que c'est des alertes que je devais devoir classifier, prioriser? Est-ce que je peux éventuellement les regrouper pour créer des incidents? Parce que le point névralgique à la fin, c'est d'être capable de répondre de façon pertinente sur ces différentes alertes. Et donc la notion de réponse, évidemment. Et souvent, on a tendance à dire qu'une image vaut 1000 mots. Et donc, si on regarde le paysage des menaces au cours des 10 dernières années, on se rend compte qu'il a considérablement changé. Ce n'est pas moi qui vous l'apprendre qu'il y a une évolution assez importante des attaques, et notamment des techniques d'attaque sophistiquées. Et dans le même temps, on se rend compte que le volume de données qu'on estime à 2028 va atteindre les 394 zeta-octets. Je ne sais pas si cette échelle vous parle, moi pas du tout. Et donc, pour vous donner une idée, c'est 10 puissance 21. Donc c'est un 1 suivi de 21 0. Et donc finalement, ce qu'on sait pour sûr, c'est que le fait qu'on augmente de façon croissante ce volume de données, ça rajoute une complexité sur la capacité de détection et sur la sécurisation de ces données-là. Et donc on en est vraiment arrivé à un point finalement où à la fois les menaces et les données augmentent, mais si on regarde en parallèle nos outils, ils sont restés relativement inchangés, et notamment le SIEM. Et donc si on reprend le flux opérationnel mais du prisme de SentinelOne, à date, on retrouve toujours nos données, ça n'a pas changé, effectivement. Le gros atout qu'on va avoir, c'est sur cette phase de collection, puisque finalement, on a déjà un agent bien souvent dans les SOC. Et cet agent-là, au-delà du faire juste de la détection et de la réponse, on peut même l'utiliser pour faire de la collecte de données. Sur Windows, il va collecter nativement des Windows Event Logs. Sur Linux et sur Mac, on peut lui demander de collecter des fichiers système. Et après, on va retrouver les éléments classiques du syslog, des connecteurs API avec une marketplace, faire de l'API, faire du HTTP Event Collector, etc., etc. En revanche, là, on va commencer vraiment à se distinguer. C'est vraiment sur cette phase de pré-processing. Le choix qu'on a fait chez SentinelOne, c'est d'utiliser un schéma commun qui s'appelle OCSF, Open Cybersecurity Schema Framework. Et comme son nom l'indique, c'est un schéma ouvert, open source. C'est énormément de sociétés de cyber et d'IT qui se sont mis d'accord et qui ont défini ce schéma-là. Et donc le choix qu'on a fait, c'est que toutes les sources qu'on absorbe, on les met sur ce format-là commun. Et ensuite arrive la phase de stockage. Autre élément, on va clairement se distinguer. On a fait le choix du point de vue architecture de dissocier la partie stockage de la partie compute. Donc du point de vue stockage, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on sait stocker du pétabyte de données jour. Et en fait, ces données-là, elles ne sont pas indexées. On n'a pas un principe de ligne où on va indexer. On est sur un mode colonne. Donc c'est adapté à du big data. Et ces informations sont directement disponibles en quasi-temps réel dans le puits de données SentinelOne, dans notre SIEM. Et comme on a dissocié le stockage du compute, on n'a pas de contrainte de stockage en termes de volume. Donc il n'y a pas de question à se poser de ce point de vue-là. Le coût aussi est linéaire.
on a un coût prédictif, donc le coût est linéaire, il ne va pas exploser à mesure que je stocke de la donnée, et théoriquement, on en stocke de plus en plus. Et ensuite, sur le fait de traiter cette information, on utilise ce qu'on appelle chez nous le Massively Parallel Query Engine. L'idée, c'est que le compute qui est utilisé pour requêter ces informations, il est partagé entre nos clients. Donc pareil, comme on a dissocié ces aspects-là, en fait, on a à la disposition du compute quasiment illimité. Et en fonction de la charge, c'est SentielOne qui adapte derrière ce moteur-là. Et donc c'est ça qui va nous permettre d'aller sur des temps de réponse quasiment temps réel quand on parlait de la notion de seconde. Et bien évidemment, derrière, on retrouve des cas d'usage classiques. Donc on a un langage de recherche SentielOne qui est proche du SQL. Donc c'est ce qui s'appelle le Power Query. Derrière, vous pouvez venir coupler une Threat Intelligence, celle de SentielOne ou la vôtre, pour enrichir aussi. Et un point intéressant, on a commencé à intégrer les notions de LLM, donc Large Language Models. Et on a notamment notre assistant SOC qui s'appelle Purple AI et qui va traiter ce volume de données en quasi temps réel et pouvoir, pour vous, extraire ce qui est important, ce qui l'est moins, synthétiser des informations et des événements. Et vous-même, vous pouvez l'interroger en langage naturel pour obtenir des réponses. Donc il n'y a aussi pas nécessairement besoin de connaître par cœur le langage et de le maîtriser du bout du doigt. Et c'est d'autant plus intéressant pour des analystes seniors. Et après, plus classiquement, évidemment qu'on va créer des règles de détection, on va gérer des détections, on va gérer des incidents, on va gérer des tableaux de bord. Et tout ça étant simplifié au maximum et contextualisé, derrière, on va pouvoir actionner la notion de réponse au travers de l'agence SentielOne, au travers des playbooks que vous définissez. Et donc, il y a une capacité d'orchestration dans la plateforme pour créer aussi vos propres playbooks avancés et pour gérer différentes sources d'informations et de données. Et comme je vous le disais aussi, on a fait le choix chez SentielOne d'être sur une approche relativement ouverte. Donc, nous, on s'aligne sur des référentiels qui sont établis. Je vous parlais de la partie, par exemple, OCSF, qui est en fait un schéma de données ouvert sur lequel on va aligner toutes les sources d'informations, que ce soit des sources SentielOne ou des sources tierces. Je parlais de la partie Threat Intelligence. Oui, on a notre Threat Intelligence, mais un client a tout à fait la liberté d'intégrer ses propres données de Threat Intelligence. Et donc, on va supporter du STIX. On peut parler MISP, on peut parler d'autres méthodes, des intégrations directes avec des sources, avec des outils de Threat Intelligence, des feeds IOC commerciaux. Et donc, pour synthétiser ce que je viens de vous dire, il y a finalement 3 éléments importants à retenir. La première chose, c'est la notion de performance. Vous l'avez compris, avec SentielOne, en fait, vous allez bénéficier finalement d'une détection et d'une réponse en quasi temps réel, sans qu'on ait de contraintes sur la quantité de données qu'on va gérer. L'autre élément important, c'est que tous nos workflows, finalement, sont unifiés. Donc l'idée, c'est qu'on va éliminer cette notion de fragmentation qu'on observait initialement dans les SOC. Et donc, de la collecte, en passant par la partie enrichissement, la partie triage ou la partie réponse, tout va se faire dans les mêmes workflows. Et surtout, que ce soit une donnée SentielOne ou une donnée tierce, un proxy, un firewall de la messagerie, ça a peu d'importance pour nous. Et le dernier élément, évidemment, c'est la notion de coût, qui est non négligeable. Mais finalement, c'est assez naturel parce que comme on est sur une centralisation et une automatisation, ça va réduire drastiquement les dépenses dans la mesure où c'est moins d'outils, moins de complexité et finalement plus de valeur à en extraire. Et toujours dans ma logique de une image vaut 1000 mots, alors, on ne voit pas forcément très bien malheureusement, mais l'idée c'est que ici c'est en mode détection, c'est une attaque simple qui démarre bien souvent par un phishing. Et donc ce qu'on est censé voir ici, c'est que ça a démarré par un email avec un lien de phishing dans cet email et la source en l'occurrence c'est Proofpoint. Ce lien ayant été cliqué par l'utilisateur, on voit ensuite différentes détections au niveau de l'agent, SentielOne, et on voit même du flux réseau qui est détecté par Palo Alto, qui est encore une source tierce. Et ce qui devient intéressant pour un analyste, c'est que si je clique sur le premier événement pour comprendre, tiens, mon lien de phishing, très rapidement, de façon graphique, on va vous montrer les différentes entités. Donc, je vois notamment mon utilisateur, Jean-Luc Picard. Donc, s'il y a des fans de Star Trek dans la salle, vous l'aurez peut-être reconnu. On voit que cet utilisateur est lié à un poste de travail, mais dans le même temps, on voit aussi un serveur apparaître, donc très probablement un mouvement latéral. On voit que sur ces 2 machines, on a des détections. Peut-être qu'on a aussi des vulnérabilités qui seraient mises en avant. On voit aussi le flux qui va vers Palo Alto depuis cet utilisateur-là, et on voit le lien en question de phishing. Et donc très rapidement, en un seul clic, et de façon très graphique et visuelle, je vois comment tous ces événements unitaires, ces alertes unitaires sont liés ensemble et qui constituent finalement mon incident. Évidemment, tout ça est relativement très théorique. Du coup, je vous invite fortement à venir nous voir sur notre stand E16, puisqu'on organise 2 activités. Le premier, c'est ce qu'on appelle le challenge Mortal versus Machine. L'idée, c'est que vous, si vous êtes volontaire, vous pouvez venir défier un collaborateur SentielOne en direct, où vous devez répondre en fait à des investigations cyber, et vous êtes assisté par notre assistant SOC qui s'appelle Purple AI, quand évidemment le collaborateur SentielOne doit faire avec ses connaissances.
Donc ça, c'est tous les jours à 11h et 14h30. Donc c'est trop tard, évidemment, je pense, pour cette session, pour la première. Et après, on fait des démonstrations en direct sur nos outils SIEM, donc celui que je viens d'aborder très brièvement de façon théorique, et aussi sur notre outil Synapse, Cloud Native Application Platform. Et donc c'est également tous les jours à 11h30 et 15h30. Et donc je vous remercie. C'était un peu l'idée de vous présenter comment on approche ce SOC moderne et les différentes capacités qu'on intègre au sein de la plateforme SentinelOne.